Vas-y. Bonjour à tous. On va ouvrir la saison 2 de la web-série DMI pour cet épisode 2 qui va être consacré à la pertinence et au bon usage des DMI au bénéfice du patient avec quel levier. Et deux interventions prévues ce jour, une du CHU de Clermont-Ferrand et une du CH de Valenciennes. On va attendre un petit peu que tout le monde se connecte et on va démarrer assez rapidement. Merci à tous de vous être connectés sur cette thématique. Et pour rappel, le webinaire va faire l'objet d'un enregistrement, il est d'ailleurs en cours. Donc, vos micros, vos caméras sont désactivés au regard du nombre d'inscrits au webinaire et pour préserver voilà, les bandes passantes. Il y aura plusieurs séquences de questions-réponses qui vont être faites au cours du webinaire. On va vous lancer également des petits quiz. On vous donnera les tables. Vous verrez en fait des modes de sondage apparaître sur la partie conversation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les positionner dans la partie QR que vous avez en haut de votre barre Teams. Et ces questions, voilà, dans la mesure de la quantité et de la capacité pour nous y répondre, elles feront l'objet, bien entendu, d'une priorisation. On fera des réponses sur chacune des interventions, des jeux de questions-réponses sur chacune des interventions à l'issue de chaque retour d'expérience. Donc, en termes horaires, on va commencer. Donc, on va vous présenter aujourd'hui deux retours d'expérience. On va commencer avec un premier retour d'expérience effectué par Perrine Drancourt du CH de Valenciennes, qui a pour thématique les entretiens pharmaceutiques autour des PICLINE. Vous allez voir apparaître un petit sondage avant que Perrine voilà, ne puisse commencer à partager sa présentation qui va vous apparaître là, sur le côté pour voir un petit peu en termes d'action ce qui est fait ou ce qui est à faire voilà, dans vos différents établissements. Allez, je lance le sondage. Hop. Voilà, Alors, donc parmi la... Vas-y, pardon. normalement, vous avez un petit sondage, donc une petite question qui apparaît sur votre écran. S'il n'apparaît pas sur votre écran, vous le verrez dans la partie conversation, normalement. Donc voilà, quelles sont vos actions pharmaceutiques actuellement menées sur les pipelines? Est-ce que vous faites des actions ou pas? C'est des cases à cocher, hein, donc aucune action, une analyse pharmaceutique de la prescription des pipelines, des actions de bon usage, notamment la rédaction, la fourniture de documents d'information en lien ville-hôpital, dans le cadre en fait de l'information, du suivi d'information des consignes de suivi d'infos pour le patient à sa sortie, des livrets professionnels. Est-ce que vous réalisez des audits de pratique, notamment des audits de bonne pratique, bon usage des pipelines, des audits de pertinence de pause ou des entretiens pharmaceutiques sur justement les pipelines? On monte tout doucement en termes de réponse, le temps voilà, que chacun puisse récupérer le pôle.
On attend la barre des 50 réponses. J'allais dire là, Allez, un petit dernier, comme ça, un petit voilà, ça y est, dernier. c'est bon. Vous pouvez continuer à y répondre hein, pour les connecter. N'hésitez pas, je vais le maintenir ouvert pendant l'intervention du docteur Drancourt. Ce qu'on voit là rapidement, c'est que donc une majorité n'ont pas encore déployé d'action particulière d'action de pharmaceutique sur l'Epic Line. Mais que toutefois, parmi les actions les plus déployées, on voit bien qu'on est dans notre cœur de métier, soit le bon usage, avec le livret professionnel sur le bon usage du PIC Line. En première position, et après on voit dans un mouchoir de poche à la fois l'analyse pharmaceutique des prescriptions comme les audits de pratique de PICLINE sur le bon usage des PICLINE, ce qui rejoint le nuage de mots que vous avez proposé, où on voit bien que dans le cadre de l'information délivrée aux patients, les thématiques principalement abordées sont le volet donc hygiène, je dirais hygiène et surveillance, puisqu'on voit apparaître tout ce qui est signes infectieux, prise en charge du risque infectieux, les points de ponction. Voilà, donc on va pouvoir, je pense, illustrer à la fois ce que vous évoquez euh, et, euh, et approfondir l'aspect entretien pharmaceutique avec la première présentation. Cynthia, je te relaisse la parole. Perrine, tu as la main sur ta présentation, Oui, je te laisse faire le relais. Merci j'ai beaucoup. Donc, j'ai Perrine partagé Drancourt. l'écran, vous le voyez ou Oui, très bien. pas? Oui, ok, parfait. Bonjour à tous, donc Perrine Drancourt, je suis pharmacien au centre hospitalier de Valenciennes. Je tiens tout d'abord donc à remercier le réseau Omédit de nous permettre de présenter ce travail et de nous avoir sollicité pour présenter une activité que nous réalisons au quotidien. Donc le centre hospitalier de Valenciennes, oula, pardon. Et le troisième établissement des Hauts-de-France, il a 1850 lits, dont la moitié de MCO. Nous sommes divisés en 15 pôles et il s'agit de l'hôpital de recours du territoire pour la région Hainaut-Cambrésis. Donc pour débuter cette illustration, l'origine de la mise en place dans notre établissement des entretiens pharmaceutiques débute en 2017. Auparavant, les PIC Line étaient posés par l'équipe de radiologie et environ 30 pics étaient posés par mois. Et l'équipe d'anesthésie a souhaité poser davantage de pics pour l'offrir à de nombreux patients et permettre aussi le retour plus précoce au domicile. Donc nous avons vu à la suite de ça le nombre de pics fortement augmenter, donc de 30 pics en moyenne vers 120 pics posés par mois. Actuellement, les pics sont posés dans une unité dédiée qui est le plateau d'anesthésie centralisé, donc qui correspond à toute l'équipe d'anesthésie qui peut tourner. Et actuellement, il pose 2750 accès vasculaires par an, donc que ce soit des pics ou des mids. Donc dans ce contexte, on s'est vite rendu compte que le fait de poser davantage de pics au sein de notre établissement entraînait des problématiques au niveau de la prise en charge des patients parce que les professionnels n'étaient pas forcément au courant des bonnes pratiques. Donc, ce que nous avons pu retrouver, c'est des PIC lines qui étaient doublement valvés, des pansements qui étaient souillés et donc avec des retours d'hospitalisation, la méconnaissance des professionnels de ville par rapport à ce type de cathéter et des complications importantes. Il y a aussi le volet sur la prescription. Désolée, ça ne marche pas. Je ne veux pas changer la diapo. Donc, le volet sur la prescription, donc les ordonnances Perfanum lorsque l'on fait la sortie au domicile. Donc, souvent, ces ordonnances sont pré-remplies par les prestataires de soins pour faciliter la prise en charge des patients parce qu'elle peut être un véritable casse-tête par les médecins. Mais cependant, le fait qu'elle soit pré-remplie par un tiers peut avoir aussi un impact financier parce qu'on sait que ces ordonnances permettent la tarification en ville. Donc, face à ce constat, nous avons souhaité mener
une étude en 2018 sur l'intérêt des entretiens pharmaceutiques à l'occasion d'une thèse. Et suite à cette étude, nous avons mis en place un poste dédié à cette activité depuis 2019 pour lequel 6 pharmaciens ont été formés et habilités du secteur des dispositifs médicaux et 4 internes sont formés et habilités tous les 6 mois. Globalement, nos entretiens pharmaceutiques se découpent en 3 étapes. Nous faisons un entretien post-pause suite à la pause du PICC line, une action éducative à la suite, puis nous intervenons à la sortie du patient pour réaliser un entretien de sortie. Actuellement, nous sommes présents dans 3 services, l'unité des maladies infectieuses, l'endocrinologie et l'oncologie. Donc, concernant l'entretien post-pause, en quoi consiste-t-il? Donc, nous rencontrons le patient. Dans un premier temps, nous recueillons les coordonnées des professionnels de ville, donc son infirmière libérale, son pharmacien d'officine, éventuellement un prestataire éventuel s'il a déjà eu l'occasion de sortir avec un prestataire. Nous observons le PICC line, vérifier que le pansement est correct, le montage de perfusion et d'autres éléments. Et si nous mettons en évidence des dysfonctionnements, nous communiquons auprès de l'équipe soignante et médicale. Tout est tracé au sein de notre DPI. Donc là, vous voyez une capture d'écran où nous avons une traçabilité au sein du DPI de notre entretien post-pause pour les PICC line. La deuxième étape consiste à éduquer donc le patient sur le PICC line. Donc nous lui donnons des informations sur les bonnes pratiques d'entretien, à quoi sert le rinçage, quelle est la fréquence du pansement, comment l'infirmière doit s'habiller, quel type d'habillage doit également porter le patient. Comment doit-il vivre avec son pic? Donc, comment doit-il vivre avec ses animaux de compagnie? Quel habillage? Peut-il porter des charges lourdes? Voilà, tous les éléments autour de la vie du quotidien sont discutés avec lui et nous abordons également les complications, qu'elles soient infectieuses, de retrait ou thrombotiques, pour qu'il sache comment les reconnaître et également savoir comment agir en fonction de leur apparition. Donc ici, ce sont des exemples de jeux de cartes que nous avons. Donc là, c'est le jeu de cartes qui a le midline, mais nous avons le même pendant sur le PICC line. C'est un jeu de questions-réponses qui nous permet d'échanger avec les patients sur les différentes problématiques et d'illustrer l'éducation que nous réalisons. Toutes les activités éducatives sont également tracées dans notre DPI. Donc, nous avons un formulaire d'éducation qui est dédié. Donc, il est composé de 3 volets. Donc là, c'est le premier volet qui permet de tracer quel pharmacien réalise l'activité d'éducation, l'accord du patient qui est tracé et l'objectif pédagogique. Ensuite, les différents objectifs sont également tracés. Parfois, il peut arriver que nous faisons des entretiens de façon séquentielle, notamment pour les patients d'oncologie qui sont un peu plus fragiles et qui nécessitent de faire un entretien plus court et donc qui est réalisé en 2 temps. Et ensuite, nous traçons également toutes les connaissances des patients, donc au début et à la sortie, pour voir l'évolution des connaissances par rapport à l'activité éducative qui leur a été proposée. À la suite donc de la prise en charge du patient, lorsque l'équipe médicale décide de faire sortir le patient au domicile en ayant le cathéter perfusé ou en entretien, nous accompagnons l'équipe médicale pour l'analyse des ordonnances de sortie per FADOM afin d'améliorer la conformité des ordonnances, les aider dans le choix des modalités d'administration, donc le solvant, la durée d'administration et particulièrement le mode d'administration. Est-ce que l'on va choisir de la gravité? Est-ce qu'on va plutôt choisir un diffuseur ou un système actif? Et également ne pas oublier les ordonnances annexes qui sont les soins infirmiers et les antiseptiques. En complément donc de cet accompagnement auprès médical, nous réalisons donc ça c'est un exemple d'ordonnance que nous faisons, donc où nous avons le médicament, le soluté, la fréquence, le diffuseur avec la référence que l'on indique et on indique le pharmacien qui a réalisé la conciliation pour toute question éventuelle. Donc, en complément de cette analyse d'ordonnance, nous réalisons le bilan d'éducation. Donc, on a vu le patient juste à la pause, on le revoit à la sortie, juste avant la sortie. On refait un point sur les différents éléments qui sont les bonnes pratiques, comment vivre au quotidien et les complications, et lui expliquer également comment le retour à la maison va se passer, avec quel type de dispositif de perfusion il va avoir afin qu'il ne soit pas surpris lorsqu'il sera revenu au domicile. Et finalement, nous faisons le lien vers les professionnels de ville. Donc, nous contactons le prestataire, éventuellement l'HAD, l'infirmière libérale et le pharmacien pour les avertir afin de commander les traitements et de leur prodiguer les règles de sensibilisation au niveau de bonnes pratiques du PICC line. Nous leur transmettons les ordonnances par mail.
Globalement, pour la réalisation d'un schéma complet, donc entretien d'entrée et de sortie, nous mettons environ 2 heures par patient. Les résultats de notre étude donc, sur les entretiens pharmaceutiques sont les suivants. Donc, plusieurs critères ont été évalués. Donc, phase d'observation, il s'agit d'une prise en charge classique sans intervention du pharmacien. Et nous avons une phase avec ajout d'entretien pharmaceutique. Donc, au niveau de la différence de prise en charge, donc la conformité de l'ordonnance était améliorée. La conformité aux bonnes pratiques au domicile était également améliorée de façon significative. D'après le patient, la continuité des soins était également améliorée, également selon les prestataires. Et l'évaluation des connaissances des patients était également fortement améliorée grâce aux entretiens pharmaceutiques. Globalement, les entretiens pharmaceutiques, à travers cette étude, ont permis d'améliorer l'information du patient et également le lien ville-hôpital. Nous avons en complément réalisé une étude sur les modes d'administration sur les ordonnances Perfadom au niveau du CHV. Donc 2018, avant que nous débutions nos activités, on peut remarquer que 42% des ordonnances Perfadom sont sous système actif. Suite à la mise en place des entretiens pharmaceutiques et la sensibilisation des prestataires, on voit que le paysage a nettement diminué. Notamment au niveau de la prise en charge des systèmes actifs qui s'est réduit à 10% au profit des diffuseurs portables, et ceci a un impact économique, comme vous le savez, car la tarification d'un système actif est beaucoup plus onéreux qu'un diffuseur, et donc ce sont des économies pour la société. En 2023, nous avons reproduit cette analyse d'ordonnance, et on peut s'interroger en 2023 sur le fait qu'on a une stabilisation globalement des modes d'administration. Par contre, on a une augmentation des systèmes d'administration qui ne sont pas renseignés au sein des ordonnances permanentes. Donc théoriquement, on n'est pas en possibilité de faire la tarification. Et il est sans doute intéressant de développer davantage ces entretiens pharmaceutiques et d'accompagner les prescripteurs dans la bonne rédaction des ordonnances Perfadom. Au sein de notre établissement, il y a une évolution de l'activité qui s'est produite notamment en 2022 suite au référencement des midlines. Auparavant, le PTAC ne posait que des pics. Et en 2022, les midlines ont été référencés au centre hospitalier de Valenciennes, ce qui a engagé une baisse forte de la pose de pic, comme vous pouvez le voir sur le graphique. En 2021, nous avions posé quasiment 1800 pics, et dès 2022, ça a chuté à 750, avec les midlines en orange qui ont fortement augmenté, ce qui a entraîné forcément une chute de notre activité de pharmacie clinique. Donc nous nous sommes réorganisés, nous avons fait un brainstorming en équipe afin de savoir comment nous allons réattribuer ce temps de clinique et quels étaient les besoins de nos prescripteurs. Donc nous avons également fait une enquête auprès des médecins et des internes. Il s'avère que l'ensemble des médecins étaient satisfaits de l'aide à la prescription qui était apportée, qu'ils considéraient que le pharmacien permettait d'améliorer la prise en charge du patient et d'améliorer le lien ville-hôpital. Et j'indiquais que l'éducation pour les patients porteurs de midline était intéressante en termes de développement. Donc, dans ce contexte, nous avons fait une étude de faisabilité sur la mise en place des entretiens pour les patients porteurs de midline. 34% des patients qui portent un MID, finalement, sortent seulement au domicile. Donc, c'est-à-dire que l'on pose beaucoup de midline pour l'hospitalisation, mais seulement un tiers des patients vont retourner au domicile avec le cathéter. En revanche, lorsqu'ils rentrent au domicile, c'est pour une durée relativement longue de 17 jours. Donc, dans ce contexte, nous avons fait le choix de développer les entretiens pharmaceutiques pour les patients porteurs de MID uniquement à la sortie, contrairement au pic où nous faisons l'entrée puis la sortie, et tout cela à effectif constant. Donc, pour les entretiens pour les patients porteurs de midline, nous réalisons l'accompagnement auprès des prescripteurs en faisant l'analyse des ordonnances de sortie Perfadom. Nous allons faire une information auprès du patient avec un jeu de cartes questions-réponses que nous avons vu précédemment, et nous faisons le lien vers les professionnels de ville afin d'anticiper les commandes de produits et de sensibiliser aux bonnes pratiques. Tout est tracé via des formulaires dans notre DPI, donc d'éducation et de formulaires d'entretien. Et des fiches spécifiques sont transmises aux professionnels de ville.
Donc globalement, les entretiens pharmaceutiques sont une activité aujourd'hui essentielle de notre service, comme le sont les achats, l'approvisionnement ou le bon usage. Il y a de nombreux impacts sur les prescriptions hospitalières exécutées en ville, comme nous avons pu le voir. Le souhait est de développer cette activité dans d'autres services, notamment les services de chirurgie, et d'y intégrer nos préparateurs afin de nous permettre de voir davantage de patients. Et cette activité ne se limite pas, uniquement aux accès vasculaires. Le besoin en termes de pharmacie clinique sur les dispositifs médicaux est très important dans d'autres domaines, notamment sur les pansements, sur la nutrition, les stomies ou le sondage urinaire. Je vous remercie pour votre attention. Un grand merci, Perrine. Bravo pour ce travail. Et bon, c'est pas être un peu chauvin que dire bravo à sa propre région, mais on a quelques questions en fait dans le chat pour toi. Alors, tout d'abord, une question assez simple. Est-ce qu'il serait possible de transmettre le titre de la thèse qui avait permis d'amorcer le sujet? Oui, oui, oui. Une question qu'on avait déjà abordée, comment vous avez réussi et est-ce que vous arrivez ou pas à valoriser ce travail, notamment la valorisation de l'entretien pharmaceutique en sens d'activité clinique pharmaceutique? Valorisation financière? Oui, Il n'y a pas de, comme des hôpitaux de jour qui permettent d'avoir une valorisation financière. Nous, aujourd'hui, on est inclus dans le séjour, donc c'est vraiment inclus dans les pôles, donc les pôles qui s'engagent financièrement finalement à prendre un pharmacien, mais sans avoir pour améliorer la qualité de prise en charge des patients et puis la qualité des ordonnances de sortie, mais on n'a pas de valorisation financière directe. c'est vraiment effectivement des économies d'échelle en termes de juste prescription, de juste indication et de juste utilisation du dispositif, que ce soit en intra-hospitalier et également avec des retentissements sur, comme tu l'as expliqué, les prescriptions exécutées en ville, avec en plus ce Oui. côté de formation également patients, acteurs de sa santé, et également de collaboration avec les pharmaciens et les IDEL pour la prise en charge en ville. Je vois pas d'autres questions pour le moment dans le chat. On lance peut-être le deuxième petit sondage avant d'arriver sur le deuxième retour d'expérience. Tout à fait. Donc, sans transition, on vous propose de passer au deuxième retour d'expérience qui concerne la mise en place du suivi des référencements et l'intégration de critères en lien avec la pertinence de ces référencements. Avant de démarrer le retour d'expérience, on vous fait, comme pour la première présentation, un petit questionnaire qui démarre avec 2 questions. La première, c'est: avez-vous mis en place un suivi de référencement, un suivi des référencements dans votre établissement? Et la deuxième question portera sur les critères que vous avez intégrés, ou en tout cas les critères principaux que vous avez intégrés dans votre suivi de référencement. Alors, en attendant, on a une question qui est arrivée donc, pour le docteur Drancourt. La démarche a-t-elle été portée par la pharmacie au départ ou bien suite à des demandes de médecins Elle a été sur les portée par la pharmacie. initialement? Ouais. Et Globalement, comment ça s'est passé, c'est que rapidement, les anesthésistes ont posé ce type de pic, mais sans beaucoup d'informations au sein de l'établissement. Donc, il y a eu des retentissements en termes de bonnes pratiques. Donc, il a fallu accompagner en termes de formation. Mais très vite, on a souhaité aller plus loin et aller sur le lien ville-hôpital, même si on n'avait pas des retours, mais on se doutait que ça allait être, si c'était déjà compliqué dans notre établissement en ville, ça allait sans doute être pire. Et 2 services nous ont fait confiance, les maladies infectieuses et l'endocrinologie. Donc on a bâti notre étude afin de prouver l'intérêt de ces entretiens pharmaceutiques.
Alors, n'hésitez pas à répondre aux deux petites questions qui s'affichent. Si vous n'y avez pas accès, normalement, vous devez pouvoir retrouver le questionnaire dans la partie conversation de votre écran Teams. On a une quarantaine de réponses et la mise en place, donc les premières tendances, dirons-nous, sont équilibrées puisque vous êtes quasiment 50-50 sur avoir mis en place ou non un suivi de référencement dans votre établissement. Donc, on voit que c'est pas en tout cas démocratisé à la majorité. Ah, on commence à avoir un petit peu plus de oui. Et dans les critères principaux, on voit que le coût, le financier, le prix est un critère important qui ressort pas mal. On a un côté technique et innovation. Donc évaluation, je pense, du type de matériel. Attendez, ça bouge en même temps. On a une soixantaine de réponses, c'est pas mal. On a quelques éléments cliniques qui ressortent avec un volet bon usage. Des mesures d'impact, des critères d'impact. Et études cliniques et bonnes pratiques qui ressortent avec le volet bon usage. Voilà, je vais laisser, comme tout à l'heure, le questionnaire ouvert le temps que vous puissiez compléter les réponses. Et sans transition, je vais laisser maintenant, comme cela s'affiche à votre écran, la présentation, le retour d'expérience à l'équipe du CHU de Clermont-Ferrand pour donc ce suivi de référencement et la méthodologie proposée avec l'inclusion de critères de pertinence. Donc, Lise, je te laisse la main pour vous présenter et présenter ce partage d'expérience. Je vais partager mon écran. Est-ce que vous le voyez? Ouais. Alors, Ok, en plein écran, si tu peux, le basculer en plein écran et ce sera bon. Voilà, normalement, ça Parfait. devrait. Alors, Merci. moi, c'est. Alors, oui, bonjour à tous. Donc, on va intervenir. C'est une intervention. C'est une intervention à 3 voix que l'on va faire. Je vais laisser mes collègues se présenter. Donc, moi, je suis Lise Bernard, je suis pharmacienne. Je ne sais pas ce qui se passe en termes de son. Docteur Tavo, Oui. on vous entend. Ah, c'est parfait, ça y est. Oui. On vous entend. Donc, je suis pharmacien MCUPH et chef de pôle de la pharmacie donc au CHU Clermont-Ferrand. Et c'est vrai que sur ce webinaire, c'est avec ma casquette de vice-présidente de la Comedims que finalement j'interviens. Avec mes collègues, donc le professeur Tavo et le docteur Lucie Géron, que je laisse se présenter. Bonjour, Lucie Fermont, je suis pharmacienne au CHU de Clermont-Ferrand. J'exerce au dispositif médico-stérile et je suis référente endovasculaire, notamment. Oui, non. On se présente. Bonjour, professeur Tavo. Je ne sais pas si vous m'écoutez là, c'est bon? On t'entend bien, Fabien. Enchanté. Moi, je suis chef de service de la chirurgie vasculaire endovasculaire CHU de Clermont-Ferrand et donc je travaille avec Lucie Germont et Lise Bernard. Donc sur tout ce qui est DMI, bien sûr, lien Comedims. Alors, du coup, effectivement, on est complètement en lien avec une des instances dans les établissements de santé qu'est la Comedims. Au niveau. Alors, je suis désolée, c'est qu'il y a c'est difficile, il y a un écho. Professeur Tavo, je vous coupe votre micro le temps de parole de Lise. Voilà. Donc, je disais, oui, on est vraiment, ça s'inscrit dans le cadre de la Comedims, qui, pour rappel, a pour but, en fait, de contribuer par ses avis et ses propositions à l'élaboration et à la définition, en fait, de la politique
alors ça change tout seul, pardon, d'amélioration de la qualité de la sécurité des soins et notamment définir la politique de référencement et même de déréférencement des médicaments et des dispositifs médicaux et dont font partie les dispositifs médicaux implantables avec voilà, une mise en œuvre de la réglementation à ce sujet, dans le but de surtout optimiser et sécuriser la prise en charge des patients et avec un versant bien sûr financier, avec un souci constant de maîtrise des dépenses de santé. Donc, entre autres, dans l'émission, bien sûr, on retrouve l'élaboration du livret thérapeutique, sa mise à jour, l'élaboration de recommandations de bon usage qui se prêtent beaucoup, notamment au niveau des dispositifs médicaux, la prévention, bien sûr, toutes les actions menées pour la prévention de la iatrogénie médicamenteuse, et puis toutes les actions que l'on réalise dans le cadre du PACS ou du CAQES avec des éléments de preuve pour à inscrire, à instruire avec la communauté médicale. Savoir que, comme vous le savez, hein, une COMEDIM, c'est une instance qui n'est pas obligatoire dans un établissement de santé, c'est une émanation de la CME. Depuis la loi HPST, on a une organisation qui est libre, donc il y a beaucoup de modèles qui existent en fonction des structures et de la capacité, de la dimension des structures. Et généralement, quand on fait un petit benchmark, on s'aperçoit que le pilotage se fait par un binôme médecin-pharmacien, l'un étant président, l'autre vice-président et vice-versa. Voilà, donc juste pour vous montrer l'organisation que l'on a à Clermont-Ferrand, on a une plénière, une COMEDIMS plénière, donc avec un président médecin et moi en tant que vice-présidente, et puis avec 14 sous-commissions qui sont des sous-commissions sur des domaines thérapeutiques, comme vous pouvez le voir. Et ensuite, on a 3 sous-commissions qui sont des sous-commissions population à risque, gériatrie, femmes enceintes et pédiatrie, une sous-commission beaucoup plus transversale qui concerne en fait la sécurisation des process au niveau du circuit du médicament et des dispositifs médicaux. Et là, effectivement, l'histoire qu'on va vous raconter se place dans l'une des sous-commissions qui est cardiologie et chirurgie cardiaque, médecine vasculaire. Du coup, ce qu'on va vous montrer, c'est quelques diapos que nous avons présentés avec Fabien Tavot au moment du suivi de référencement qui a été présenté en mars 2024 pour les stents bigraphes aortiques. Tu pourrais passer, Lise, s'il te plaît, j'ai pas la main. Merci. Alors, très rapidement, la demande initiale qui avait été faite en mars 2023, puisqu'on avait un suivi de référencement à 1 an, c'était pour des... Alors, Fabien en parlera beaucoup mieux que moi, mais la plénière avait donné un accord de référencement pour ces stents couverts très particuliers, bien qu'ils ne soient pas LPPR, mais dès lors qu'il était impossible d'utiliser des stents qu'on avait déjà dans notre livret thérapeutique, avec une demande de réévaluation au bout d'1 an et un nombre de patients estimé entre 10 et 15. Là où le bas blesse, comme souvent sur les dispositifs médicaux, c'était que le coût unitaire du stent en coût brut et son mode de financement étaient présumés assez défavorables par rapport au GHS. Je crois que Fabien n'a pas le micro ouvert. Ça y est, j'ai réactivé mon micro. Merci Lucie. Donc, merci de m'avoir invité pour représenter ce dossier. Donc alors, je vais vous résumer en quelques mots l'intérêt de ce stent. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans un centre tertiaire comme le nôtre et dans un centre universitaire, on utilise des devices, des dispositifs médicaux, excusez-moi de l'acronyme anglais, pas toujours dans des indications qui sont celles recommandées par le constructeur. Et c'est ça aussi l'intérêt, c'est que ça permet d'aller plus loin, notamment dans nos indications, dans nos traitements de patients, et tout ça pour le bénéfice du patient. Alors, dans ce stent couvert, en fait, il a comme particularité, mais enfin, c'est de traiter notamment des lésions occlusives, c'est-à-dire des thromboses ou des occlusions de gros vaisseaux comme l'aorte abdominale, et les calcifications. Donc ça, c'est
dans les recommandations, on va dire, du constructeur. Alors, c'est pas moi qui passe les diapos. Je ne sais pas qui s'en occupe. C'est Lise? Oui, mais Non. il y a un délai, en fait. Pas de souci. Donc, l'autre intérêt, c'est que ce stent, il a la particularité par rapport à tous les autres, on va dire, prothèses ou stents couverts qui sont de confection différente mais commercialisées, de pouvoir traiter ce type de lésion. Et ça, par contre, on est hors recommandation spécifique du constructeur parce qu'elles n'ont pas encore été demandées sur des instances comme les nôtres, nationales. C'est ce qu'on appelle des anévrismes saxiformes. Vous voyez, c'est ces petites poches sur l'aorte abdominale. C'est une photo que vous avez. Et là, pour ça, il est vraiment très bien adapté et c'est l'intérêt des résultats cliniques primaires qu'on a. Alors, on va continuer. Prochaine diapo. On appelle ça des anévrismes saxiformes, des ulcères pénétrants intégromateux. Bref, ce sont des lésions qui sont bien sûr à risque de rupture et l'évolution, ça va vers l'hémorragie interne et le risque, c'est là le décès du patient. On continue les diapos. Après, il y a des indications très spécifiques comme ça, c'est des choses particulières. On appelle ça des shaggy aortas, des artères qui sont très malades, très calcifiées. Là aussi, ce type d'endoprothèse, de dispositif médical, pardon, est quasiment unique sur le marché pour traiter ça. Dernière diapositive. Enfin, pour les dissections isolées de l'aorte abdominale, là aussi, il a des indications spécifiques. Alors, si on continue la diapo, je vous présente en une diapo, on peut avancer. La prochaine diapo. Ça, c'est des images de coarctation aortique. Vous connaissez peut-être ce terme, c'est au niveau de l'aorte thoracique, souvent d'origine congénitale, et un rétrécissement de cette aorte qui crée des désordres cardiovasculaires importants. Et à l'heure actuelle, ce stent couvert a une indication reconnue comme telle. Alors, il faut quand même comprendre qu'il y a peu de cas en fait qui sont traités, même dans les gros établissements. Mais pour cela, il a la recommandation. L'autre situation, c'est ce qu'on appelle le CERAP dans notre comment dire, franc-parler. Et là encore, c'est une indication de mise sur le marché qu'il a eue auprès des instances. Et par contre, nous, donc on l'utilise dans ces conditions-là. Et par contre, nous, comme les images que je vous ai présentées avant, on l'utilise également pour ces anévrismes spécifiques là, des aortes, où là, par contre, on est hors IFU. Donc, on est hors indication de mise sur le marché. Alors, que vous compreniez bien, ce n'est pas uniquement sur ce modèle-là, enfin, ce dispositif médical qu'on fait ce genre de démarche. On le fait aussi pour d'autres dispositifs. Et c'est souvent le propre des équipes universitaires comme les nôtres. Mais là, l'intérêt, c'est que on a tout de suite trouvé dans ce dispositif médical un intérêt d'utilisation dans leurs indications, mais également hors indication, qui justifiait la demande d'un financement pour ce genre de patients. Comprenant par contre, vous allez le voir dans les résultats, qu'il y a également une utilisation parcimonieuse. Il faut comprendre que l'alternative thérapeutique, c'est la chirurgie ouverte, qu'on pratique beaucoup. Mais parfois, le patient, là c'est une photo de chirurgie ouverte qui est sur l'écran, et parfois malheureusement le patient n'est pas éligible à une chirurgie ouverte parce qu'il est âgé, il a des comorbidités, et donc la solution par l'intérieur, endovasculaire, avec ce type de dispositif médical, prend tout son intérêt. On va terminer par une dernière diapositive. C'est, je pense que je peux cliquer, ouais, il y a 3 diapos en une. Voilà. Et en fait, c'est le résultat en fait, entre mi-2022 et février 2024. Entre le moment où on avait présenté en Comédim, c'est le moment où on a réévalué l'utilisation. On a traité 12 patients dans un éventail d'indications qui est celui que je vous ai présenté, où on voit qu'effectivement, alors malgré le GHS qui est plutôt défavorable au référencement, il y avait un bénéfice clinique pour nos patients. Alors évidemment, après, c'est une discussion qui se situe à un niveau financier, mais on ne peut pas uniquement prendre en considération l'élément financier, même si c'est très important, bien sûr, parce qu'il faut prendre en considération également le type de patients qu'on opère, le type de patients qui sont pris en charge, et ce pourquoi on travaille, et l'intérêt qu'on a de pouvoir développer ce modèle d'endoprothèse ou de dispositif médical. Et enfin, l'intérêt de publier et de faire de la recherche là-dessus pour pouvoir également pousser l'industrie à faire une démarche de remboursement qui, je l'espère, pourra intervenir un jour au prix du dispositif. Alors, je vais passer la main, c'est Lucie ou Lise? Je ne sais pas laquelle des deux qui reprend la suite. C'est Lucie. C'est moi. Tu peux revenir à la diapo d'avant, s'il te plaît, Lise? Pour ce suivi de référencement, en fait, lors de la demande initiale,
on avait recherché quel pouvait être le GHS le plus probable pour ces patients. Mais au moment du suivi de référencement, on a cherché avec Fabien Tavot à vraiment regarder de très loin, entre guillemets, et vérifier pour les 12 patients pris en charge quels avaient été les GHS réellement codés pour eux. Et c'est la partie droite du tableau que vous voyez là, au moins pour les 7 premiers d'entre eux. Et on constate 2 choses. Bah, déjà, c'est qu'il y a 2 GHS différents qui sortent, qui ne sont pas valorisés au même tarif. Donc la question est pourquoi il y a des écarts de codage et est-ce que en optimisant le codage, on pourrait rendre la situation moins défavorable financièrement? Ça nous a aussi permis de confirmer que malheureusement, le GHS était très défavorable compte tenu du prix unitaire des stents. Voilà. Après, en termes de suivi de référencement, l'idée, c'était de mettre en avant que par rapport à la demande initiale, on avait été conforme en termes de nombre de patients, et d'indications par rapport au référencement prévu. Fabien avait beaucoup insisté lors du suivi de référencement. Il y a eu un succès opératoire technique dans 100 des patients suivis. Mais en effet, des indications qui se sont révélées être hors marquage CE initial pour 2 d'entre elles. Après, on est bien en train de comparer le fait de faire du stenting endovasculaire à donc une technique mini-invasive à de la chirurgie ouverte pour des patients pas nécessairement éligibles. Et puis après, il y avait la partie valorisation, en effet, dont a commencé à vous parler Fabien. Du coup, ce que nous avons demandé en conclusion de du suivi de référencement fait l'année dernière, c'était que certes, le fournisseur était encore en attente des résultats d'études de son registre pour déposer un dossier de remboursement, donc que la situation financière n'était pas prête immédiatement à s'améliorer en regard du mode de financement de ce dispositif, mais que par contre, il n'y avait pas d'alternative clinique dans plusieurs situations et que l'intérêt de ce dispositif a bien été confirmé par les patients qui ont pu être pris en charge et que ce retour d'expérience devait mettre en avant. D'où la demande derrière de maintien de référencement. Du coup, ça souligne en fait une situation qu'on rencontre, hélas, à notre plus grand déplaisir, beaucoup trop fréquemment sur les dispositifs médicaux. C'est que la demande d'inscription sur une liste facturable en sus, qui est la liste LPPR, que ça soit titre 3 ou 5 pour l'hôpital, c'est uniquement à l'initiative du fournisseur. C'est totalement indépendant de l'autorisation de commercialisation dans l'Union européenne et de l'obtention d'un marquage CE. Et c'est lié à des études post-commercialisation, souvent qui sont demandées prospectives, multicentriques, etc. Et typiquement, là, on se retrouvait dans un besoin, une demande d'utilisation de technologie pas encore facturable en sus, avec un GHS en retard de 5 ans comme d'habitude. Donc, d'un point de vue hôpital, ça devenait absurde parce qu'on avait des publics qui étaient en faveur de l'utilisation de ce stent, des situations cliniques qui étaient bien documentées et argumentées, et ce décalage absurde entre le coût brut et le mode de financement. Par-dessus, évidemment, ça nous a amené à nous poser des questions sur le codage et il est hyper important pour des référencements, comme dit, des suivis de référencement, de s'intéresser au codage et de se rapprocher du coût du DIM. Mais l'exemple était assez intéressant pour le bigraphe entre les 2 séjours que vous voyez là. Pourquoi l'un et pas l'autre? Qu'est-ce qu'il faudrait faire mieux pour que ça soit moins défavorable pour la microéconomie juste de l'hôpital? Parce que derrière, bien sûr, on n'a pas parlé coûts évités, complications évitées, etc. Du coup, ben, j'enchaîne et je vais poursuivre avec ce qu'il en est finalement, ce qui a émergé de ce cas concret qu'on a eu, c'est-à-dire que le compte-rendu de la comédie plénière, donc voilà, il y a eu une demande de maintien de référencement puisque la question, l'une des questions principales qu'on se pose, pourquoi on fait ces suivis de référencement, c'est de savoir s'il est toujours pertinent
de maintenir le référencement d'un médicament ou d'un dispositif médical suite à son référencement initial. Parce que beaucoup de choses peuvent évoluer, que ce soit des recommandations de bonne pratique, que ce soit un arsenal thérapeutique autre qui arrive sur le marché, que ce soit un changement de statut, etc., etc. Donc, en fait, la question était de savoir est-ce qu'on maintient le référencement. Alors, sans plus de suspense, la décision de la Comedims a été de maintenir le référencement donc du Bigraft à l'hôpital avec encore un suivi qui doit être fait au regard de ce dossier quand même un peu épineux parce qu'on est sur, pour le coup, un mode de financement qui impacte beaucoup le GHS et donc beaucoup les situations, enfin l'établissement de santé, sachant que c'est là-dessus que tous les efforts doivent être faits, notamment dans des situations financières qui sont un peu généralisées en ce moment où il y a des déficits assez importants. Donc avec un suivi qui a été demandé à nouveau à 1 an, avec environ, soit 1 an, soit 10 patients supplémentaires pour qu'on puisse bien établir à nouveau. Donc c'était finalement un sursis qui était proposé pour l'équipe, tout en demandant un travail d'exploration d'autres pistes financières pour essayer de diminuer les coûts, donc que ce soit au niveau du codage, d'optimisation du codage ou de valorisation ou encore d'établissement de pistes avec le fournisseur pour une inscription sur la liste des prestations remboursables. Mais finalement, ça a soulevé une question bien plus large, puisque, je dirais, Fabien et Lucie ont été un petit peu les dindons de la farce dans cette histoire, puisqu'ils avaient présenté en toute transparence toutes les données qu'ils avaient, à la fois en termes d'indication et du coup, hors indication, du codage qui n'était pas forcément bon. Donc, ça a fait en sorte que, on leur a posé beaucoup de questions, on est allé titiller puisqu'ils nous donnaient pas mal de data et que finalement, ils se trouvaient lésés parce que c'était un oui, mais pas un oui franc de on maintient, mais un oui, mais on continue d'investiguer. Voilà. Donc, finalement, ils avaient fait les bons élèves et on leur demandait encore plus. Donc, on s'est dit, et c'est ce qui a permis vraiment de se dire, pour que ce soit équitable pour tout le monde et que surtout qu'on ait une évaluation factuelle, approfondie et consensuelle, l'idée, c'est de mettre en place une procédure de suivi de référencement avec homogénéisation des pratiques pour les soumissionnaires qui devront répondre à des critères pour pour présenter la pertinence du maintien de référencement qui serait jugé alors jugé avec des guillemets, bien sûr, en comédie plénière. D'où notre projet, en fait, qui a été de bâtir cette procédure de suivi de référencement, sachant qu'elle faisait écho à une procédure qu'on avait révisée très récemment, qui était celle du référencement de tout produit pharmaceutique à l'hôpital, avec, comme vous le voyez, donc là c'est un extrait, 3 cas de figure, en fonction du coût annuel estimé et qui fait que le passage en Comedims est requis ou non. En tout cas, dans 2 des 3 cas, un suivi de référencement était possible à l'issue de la demande de référencement sur une période donnée, qui peut être une période donnée soit en termes de temps, soit en termes de patients, ou les deux, l'objectif étant de vérifier la pertinence, comme je vous l'ai dit, et les bénéfices attendus après une certaine période d'utilisation. Donc, on avait comme constat les pratiques étaient hétérogènes, certains présentaient énormément de data, comme ont pu le faire Fabien et Lucie, et puis pas sur les mêmes registres, qu'on avait souvent les dossiers, on avait un manque de données pour
décider ou pas du maintien, parce que les données n'avaient pas été creusées sur les plans cliniques, les plans médico-économiques, au niveau du codage, et que ce n'était pas structuré, on n'avait pas de standardisation du process. D'où l'objectif qui était de proposer en fait comme je vous le disais, une liste de critères permettant l'évaluation d'un suivi de référencement, d'un dispositif médical ou d'un médicament après son référencement par la Comedims, pour statuer de manière consensuelle en plénière sur le maintien ou non du référencement au sein de l'établissement, les critères étant des critères cliniques, des critères économiques et des critères écologiques. Donc, avec ces soucis toujours d'avoir quelque chose de structuré, de bien encadré et surtout auquel tout le monde pourrait se référer, avec bien sûr le souci constant de maîtrise des dépenses de santé. Alors, en termes de méthodologie, donc on a monté un petit groupe de travail et puis on a élaboré cette checklist finalement sous forme d'une checklist pour que ce soit bien plus facile pour les soumissionnaires, assez simple avec les différents critères que je vous ai dit sur les plans cliniques, économiques et écologiques, et relecture et validation par le GT, plus l'ensemble des sous-commissions ainsi que par le DIM et ensuite validation finale par les sous-commissions. Alors, juste pour vous montrer que finalement, ce n'est pas quelque chose qui a duré puisqu'on était tous assez motivés pour voir aboutir cette procédure. Donc, ça s'est fait sur une période finalement de à peine 6 mois. La diffusion après la validation en plénière a été faite à l'ensemble du corps médical. Avec une intégration dans notre gestion documentaire et une présentation également en janvier en CME. Donc, la procédure en elle-même, le livrable, c'est celui-ci. Donc, une procédure qui n'est pas très longue, qui fait 3 pages, avec le cœur du sujet qui est cette fameuse checklist que vous voyez très simple, un tableau qui, du coup, correspond aux critères que les soumissionnaires doivent présenter lors d'un suivi de référencement en Comedims plénière, avec, comme vous le voyez, rappel du référencement, la date de la Comedims, la décision qui avait été prise. Ensuite, des datas sur le nombre de patients qui ont pu bénéficier au regard des objectifs prévus ou en tout cas prévisibles, et surtout dire si c'était conforme aux indications qui étaient validées pour le référencement, conforme en termes de nombre de patients, l'évaluation du coût global finalement, au regard de ce nombre de patients ou avec des échecs de pause quand on est dans le cadre de dispositifs médicaux, et les éventuelles dépenses annexes qui n'étaient pas prévues initialement, l'évaluation du mode de financement, l'évolution du mode de financement qui est possible avec des changements de statut, notamment en lien avec le remboursement. Si on passe d'un GHS FES, ce qui est rarement le cas, c'est plutôt l'inverse qui se produit. Un changement de circuit de dispensation, par exemple, si c'est des médicaments qui ensuite passent en ville. La grosse partie sur le financement GHS, et donc avec la comparaison et ce qui a été fait là par Lucie et Fabien entre les GHS qui avaient été prévus initialement pour le codage et les GHS effectivement codés lors de l'utilisation du produit pharmaceutique, l'évaluation clinique en termes d'optimisation de la prise en charge des patients, l'évolution des données de la littérature pour voir si finalement il y a d'autres techniques pour un dispositif médical qui, entre-temps, sont sorties et qui mettraient en balance le maintien du référencement parce que moins pertinent maintenant, par exemple, la valorisation scientifique qui a pu en être faite et l'utilisation éventuelle hors indication avec, bien sûr, la justification nécessaire à côté. Un petit focus, et c'est ce qu'on vient de vous dire, donc pour le codage, on s'est rapproché de notre DIM qui a validé la procédure pour nous aider dans l'accompagnement et le soutien des soumissionnaires à venir
pour une évaluation justement du codage fait lors de l'utilisation du produit de santé en question pour vérifier avec une requête le delta entre ce qui était prévu et ce qui a réellement été fait et voir quelle possibilité d'optimisation serait possible. Donc, les soumissionnaires sont, sollicités, enfin, on leur propose d'aller se rapprocher du DIM avant la présentation du suivi de référencement, en anticipant, pour vérifier tous ces aspects-là et essayer de trouver des pistes d'optimisation. Voilà, donc tout ça, ça figure dans la procédure qui permet de bien donner le mode opératoire aux sous-commissions. Et donc, la procédure, vous le savez, je vous l'ai présentée sur les timelines, est entrée en vigueur assez récemment. Donc, les prochaines étapes, c'est sa mise en application lors des prochaines plénières. Pour l'instant, on n'a pas eu de suivi de référencement. L'évaluation que l'on souhaite faire de tout ça, on s'est donné 1 an avec, et c'est encore à définir, des indicateurs, à la fois sur l'aspect qualitatif, respect de la procédure, des critères, et puis la satisfaction qu'en ont les sous-commissions à l'utilisation de cette procédure, quantitatif, avec vérification du taux, par exemple, de poursuite de référencement, les recettes liées à l'optimisation du codage, d'autres indicateurs qui sont en cours d'identification, et puis éventuellement une valorisation peut-être assez grand public pour notre démarche d'optimisation un petit peu en termes d'optimisation et de sécurisation et de maîtrise des dépenses de santé au sein de notre établissement. Voilà, on est disponible, bien sûr, pour les éventuelles questions. Alors, tout d'abord, merci à vous pour cette présentation et ce partage d'expérience et de pratique. On va faire place aux questions maintenant. Dans le chat, alors je pense que vous avez en partie répondu avec la checklist, mais je vais reprendre point par point la question. Dans les demandes de référencement et notamment l'analyse du volet financier, est-ce que vous intégrez une demande du modèle économique pour pouvoir financer le DM? Exemple, la réduction d'autres dépenses sur d'autres DM qui seraient utilisées par le service demandeur. Donc là, on voit qu'on était sur chirurgie ouverte versus chirurgie par voie endoscopique. Donc, est-ce que cette analyse, est-ce qu'il y a une analyse économique de switch qui est proposée dans la procédure? Et la deuxième question, c'est est-ce que les experts médecins de la spécialité sont systématiquement associés à l'analyse des données cliniques? Alors, je ne sais pas comment on va répondre. Moi, je peux répondre au moins à une partie des questions. C'est que Vas-y, Fabien. les experts médecins sont forcément associés puisque c'est eux qui sont demandeurs. Donc, en fait, ils sont toujours associés dans le sens où ils sont au cœur même de la mise en place du dispositif. Enfin, dans ce dossier-là, en tout cas, ça c'est sûr. Alors après, sur l'aspect, Lucie me complétera, hein, mais sur l'aspect demande on va dire de compensation, si je peux m'exprimer ainsi, par rapport à une demande de référencement, je dirais que c'est implicite quand même parce que le travail est fait par les soumissionnaires pour nous montrer finalement quels vont être les bénéfices sur les plans médicaux, mais sur les plans économiques également, par rapport, s'il existe, la technique de référence ou du moins quelque chose qui peut rentrer en concurrence ou qui peut être réalisé par ailleurs. Typiquement, je vous prends un exemple de notre dernière avant-dernière Comédims, où on avait une demande de référencement pour un médicament qui avait la même indication
qu'un qui était déjà référencé. Donc là, pour le coup, il y a eu des grosses interrogations. Et l'idée, c'était voilà, de maintenir celui qui avait déjà quand même, pour certains patients, par rapport à un process, par rapport à certaines situations. Et que l'autre, voilà, il n'y avait pas les mêmes modalités d'administration. Donc tout ça, c'est des choses effectivement qui sont débattues lors de la séance et qui normalement figurent dans la présentation que font les soumissionnaires. Mais voilà, si ça ne figure pas, on va creuser. Par contre, il n'y a pas une demande directe de dire bon bah on vous donne ça, donc on retire ça de votre arsenal en fait. C'est pas directement fait comme ça, on va dire. Lucie, je te laisse compléter si tu veux. Oui, après, quand tu as parlé de compensation financière au sens, est-ce qu'on doit arriver en Comedims avec, bon, bah, on va dépenser tant d'euros pour des stents non LPP, gênants pour le GHS, donc il faut qu'on fasse autant d'euros d'économies. Non, ça n'arrive, ça me semble assez irréaliste. Et d'autant plus que ce sont des projets d'optimisation de dépenses sur des interventions peut-être standardisées qui sont quand même extrêmement longs. Ça demande des audits. On fait déjà un travail énorme au moment des appels d'offres pour choisir le meilleur dispositif au meilleur prix et essayer de réduire les coûts globaux de nos procédures, d'optimiser nos dépôts, d'optimiser nos arsenaux. Donc j'ai envie de vous dire, la démarche, elle est quand même en continu dans le but de pouvoir compter sur la fiabilité de tous et dans les demandes de référencement. Je ne sais pas comment vous verbalisez mieux que ça la situation. Non, je pense que tout simplement, il y a aussi, je sais que ça existe, certaines comédies qui sont alors dotées d'un budget et du coup avec des choix à faire, mais nous, ce n'est pas le cas en tout cas. Ce n'est pas la politique comme ça, mais voilà, notre organisation fait qu'il y a voilà, vraiment une réflexion et des débats consensuels qui sont faits pour responsabiliser tout le monde face aux demandes qui sont faites en fait. On a une autre question qui se porte sur que contient la fiche simplifiée pour les DM entre 5 000 et 15 000 euros par an? Alors, ce qu'elle contient, c'est des informations, on va dire, synthétisées, qui fait, alors je pourrais vous la mettre à l'écran, mais et puis même l'associer s'il faut, il n'y a aucun problème pour la partager. En gros, c'est pareil, c'est un dossier très synthétique et avec l'accord de la sous-commission, à quel moment, quels sont le nombre de patients prévus, un peu les mêmes données, mais plus simplifiées. Et on va dire, ces produits pharmaceutiques qui sont situés dans cette fourchette, il n'y a pas une nécessité, c'est pas requis de passer en Comedims plénière. Mais par contre, c'est une information à la Comedims pour après effectuer par contre un suivi qui n'est pas demandé sur les demandes inférieures à 5 000 euros. Merci Lise et merci Lucie d'avoir répondu dans le chat. Il y avait une question sur, effectivement, vous faites un travail, là l'exemple que vous avez cité, c'est un DM qui est intra-GHS. Et la question, c'est si le GHS ne couvre pas la dépense liée à l'implant, pourquoi c'est une des définitions, en tout cas de la liste en sus, ou un des intérêts de la liste en sus, c'est bien cela. Bien qu'à rediscuter, en tout cas avec le national sur le volet pertinence de cette liste en sus, mais en tout cas, elle est censée couvrir justement, intégrer les dispositifs médicaux implantables qui ont un bénéfice clinique et pour lequel le GHS ne permet pas de couvrir cette dépense supplémentaire. Donc la question, c'était pourquoi le fournisseur ne fait pas lui-même la demande en fait de la liste en sus. Il aurait entre guillemets tout à gagner. Et Lucie, je te laisse
vais pas forcément relire ta réponse, mais je te laisse faire ce complément. Et c'est vrai que c'est intéressant de voir le côté gagnant-gagnant, je pense, que peuvent avoir ces suivis-là sur le volet institutionnel. Alors c'est vrai que du coup, c'est une démarche qui est plus universitaire que pratique isolée au sein ou étendue au sein de l'ensemble des établissements de santé, bien que sur la constitution des registres, on peut tous collaborer à alimenter ces registres-là. Donc, Lucie, je te laisse la parole. Oui. Alors, en fait, pourquoi Bentley ne sollicite pas un remboursement en l'état, c'est que leur évaluation de situation les ont menés à affirmer avec certitude qu'ils se feraient aligner sur le prix d'autres stents couverts inférieurs à diamètre 12 mm, que sont les Advanta, les e-cover ou les Bigraft BGP, ceux qu'ils ne souhaitent pas. Et du coup, monter une étude de type registre pour obtenir les données de efficacité, sécurité, performance post-commercialisation, leur permettant de revendiquer une inscription LPPR en nom de marque et non pas sur la ligne générique et dans des indications un peu différentes de ces autres stents. Et le temps que tout ça se fasse, bien entendu, eh ben, on a quand même des patients et la problématique de leur prise en charge. Et le registre, pour le coup, est multicentrique. Et on n'est pas les seuls contributeurs, mais on est quand même, sauf erreur, Fabien, euh, des gros pourvoyeurs de données. Non, je suis d'accord avec toi, sauf petite chose différente quand même, parce que Bentley, encore une fois, là, le stent aortique, on n'a pas présenté en détail les différents modules. Par contre, c'est les seuls sur le marché. Alors, ils ont des concurrents sur des tailles petites, mais sur les grosses tailles, ils n'ont pas de concurrents à l'heure actuelle. Donc, D'où le fait que c'est pas je très trouve que ça- rationnel de les voir s'aligner en remboursement, en tout cas, sur des stents c'est-à-dire que génériques. c'est des questions de diamètre, jusqu'à 12 mm, ils ont une concurrence. À partir de 14 ou de 16 mm, après eux, ils vont plus loin, 16, 18, 20, 22. Ils n'ont pas de concurrence sur le marché pour l'instant. Et après, si on devait parler des raisons pour lesquelles les labos ne font pas ces démarches à leur initiative, malheureusement, on pourrait être très pessimiste. Les prix du marché français sont très bas par rapport à d'autres pays européens. Notre mode de financement est quand même unique. Et résultat, on se retrouve parfois à être très limité dans l'utilisation d'une technologie, ce qui n'est pas du tout le cas dans d'autres pays, en fait. Alors, je ne vois plus d'autres questions dans le chat. Je vous ai mis à l'écran la Alors, partie. Allez-y, pardon. je vais devoir vous laisser parce que j'ai une consultation qui tourne encore. Là, j'ai quelques patients qui m'attendent. Donc, merci de m'avoir donné Merci. l'opportunité de présenter ces données. Et puis, je vais bien sûr laisser Lise et Lucie qui vont bien sûr défendre tous les dossiers. Merci beaucoup. Merci à vous. Donc, on va pouvoir clôturer ce deuxième épisode de cette web série. Vous avez à l'écran un questionnaire de satisfaction. N'hésitez pas à nous le compléter pour nous permettre d'évoluer dans les pratiques. Et nous faisons, comme à chaque fois, un appel à candidature si vous avez des projets, des sujets, des travaux en cours ou des expérimentations. N'hésitez pas à vous rapprocher de votre Omédite pour que nous puissions proposer et faire perdurer en fait ces épisodes qui vous mettent à l'honneur et vous permettent de partager toutes ces expérimentations qui ont quand même du succès en intra-établissement et méritent d'être partagées collectivement. Il me reste du coup à remercier Dr Drancourt pour le CH de Valenciennes et donc le trio de présentation pour le CHU de Clermont-Ferrand. Et merci aux participants pour vos questions et votre écoute. Merci beaucoup. Merci à vous pour l'organisation. Au revoir et bonne fin de journée. Au revoir. On a une question en rapport au support de présentation. On va mettre tous les replays sur le site Réseau Médite qui est en cours de finalisation là.
On vous a mis dans le chat voilà, le lien. Avec votre accord, on pourra positionner également vos supports en plus de replay au niveau des 2 établissements, en mode PDF, bien entendu, si Oui, pas de problème. Oui, oui. un grand merci à vous. Et pour ceux qui restent encore, si vous pouviez nous remplir voilà, le formulaire de satisfaction, on vous l'a mis à l'écran QR code et on vous l'a mis également en forme directe avec un lien direct dans le chat. Merci à tous. On espère vous retrouver pour un prochain épisode. Et une bonne fin de journée. Merci, bonne journée. Au revoir. Au revoir.